Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité de la semaine, avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, reprenons encore une fois les bonnes habitudes avec les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic à ma droite nous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec la Formule 1 et le monégasque, a précisé Charles Leclerc. Enfin, nous recevrons Cédric Hénard, entraîneur adjoint de l'équipe de France de volley, à 3 jours du début de l'Euro en France. Avec nous ce soir, il fait son grand retour, Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Lucas Serdic, bonsoir Lucas. Bonsoir. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir. Heureux de vous retrouver, heureux de retrouver Timothée Rouvière qui n'était pas là avec nous, qui n'était pas avec nous la semaine dernière, qui revient. Voilà, nous sommes filmés, j'ai vu que vous avez mis la chemise, vous êtes tout beau là aujourd'hui. Eh ben oui, je suis tout beau tout propre, hein. J'ai appris que c'était filmé cette fois-ci, donc on s'est fait tout beau. Mais très content de vous retrouver après quelques petits jours de vacances. Il n'y a pas non plus de vomi sur la chemise. Non, il n'y en a pas cette fois-ci. Il y en a pas cette fois-ci. Là j'ai arrêté, on se concentre. Arrêtez de garder les enfants. Oui, c'est ça. Il y a trop de risques. Autre retour, le retour de Coraline à la réalisation. Bonsoir Coraline. Bonsoir à tous. Un petit nouveau à côté de vous, Romain, c'est bien ça. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Romain qui sera avec Coraline pour la réalisation. Il sera sur la partie visuelle, sur les caméras et Coraline sur les micros. C'est notre Spielberg. Voilà, exactement. Exactement. Mehdi Guillonneau, et vous êtes très fatigué aujourd'hui, j'ai l'impression. Ne m'en parlez pas. Ne m'en parlez pas. J'ai passé un week-end assez chargé. J'ai mal au bras, j'ai mal partout. Ah oui, grand sportif. J'ai fait ma muscu pour l'année. Voilà. Contrairement à Maxime qui va 4 fois par semaine, moi c'est une fois par an. Les stéroïdes. Déménagement, pendant tout le week-end, 7h, à 18, 19h, 20h le soir. Mal partout. Voilà, tout va bien, c'est bon. Oui, c'est bon. Il y a Écosse-Belgique ce soir. Oh. Magnifique. Non. Youpi. Lucas, non. Il y a Irlande du Nord, Allemagne aussi. Ah oui, ça c'est beau ça. Au bout d'un quart d'heure, on dort tous. Ouais. C'est pour ça, comme ça vous dormez. Là, t'aimes le foot quand tu regardes ça, je te le dis. Oui, il faut. Enfin, bon, quand vous regardez bien les matchs de Sochaux, alors. Ça va lui paraître un grand match, Écosse-Belgique. Ah ouais. C'est une belle ambiance, il regarde juste ça, hein, c'est tout. Lucas, comment vous allez ce lundi ça va très bien, merci. 2 septembre. C'est très gentil. Tout va bien ? Oui. Prêt pour la nouvelle émission ? Mais oui. C'est parti. Bon, je vois que vous êtes en forme, on peut démarrer. Messieurs, avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception, un sportif, une équipe. Aujourd'hui, vous êtes heureux parce qu'il n'y a que des coups de cœur. Donc ça, c'est un coup de moyen quand même pour... Un coup de projecteur. Moi, un coup de projecteur. Ça, c'est nouveau. C'est une première dans Sportez-vous bien. On va se tourner vers Timothée Rouvière. On l'avait reçu l'année dernière, votre coup de cœur. C'est David Labarre. On l'avait même reçu 2 fois. C'est David Labarre, je vous rappelle, qui était capitaine de l'équipe de France de CC Foot et qui s'est lancé des défis. Donc là, il a franchi le Mont Blanc, tout simplement, qui culmine à 4810 mètres. Donc il a fait ça vendredi. Et il n'a pas eu le temps de s'arrêter parce que 2 jours après, il a fait une autre ascension, c'est le mont Albaron qui culmine à 3637 mètres. Donc il a fait une longue préparation. Voilà, il a partagé tout ça sur les réseaux sociaux, on a pu suivre tout ça. Il y a eu un article notamment dans plusieurs médias français. Donc voilà, coup de projecteur sur sa performance. Il a perdu quand même 6 kilos. Ouais. Et voilà, donc David Labarre qui continue à faire ses exploits et c'était important de le mettre en avant. Est-ce qu'il a pu constater les problèmes qu'il y a en ce moment au niveau du Mont Blanc, Alors, la foule, j'allais y venir. Il présente ça comme un message pour les climato-sceptiques. Il dit voilà, moi je suis aveugle et je monte et c'est quand même pour montrer au monde que voilà, le Mont Blanc ils font et qu'il faut faire attention à la planète et la protéger. Donc voilà pour David Labarre. Oui, apparemment à la base il y a vraiment beaucoup de monde en ce moment et c'est un gros souci, quoi. Il y a beaucoup de pollution aussi. C'est quand même on revient sur le sport, même s'il faut bien évidemment pas oublier l'écologie, et c'est vrai que ce qui se passe comme en Amazonie par exemple, c'est quand même assez grave. On revient sur le sport, ce qui est réaliste, c'est quand même
quand même très fort. Oui, non, mais bien sûr, c'est incroyable. Il avait montré dans ce studio toute cette détermination quand il nous avait présenté ses projets. C'était impressionnant. Et franchement, c'est quand même quelqu'un d'assez remarquable et on est très content pour lui, qu'il réalise ses rêves et qu'il en fasse d'autres. Timothée Rouvière. On se demande où il va s'arrêter parce qu'il a déjà fait le pic des Pyrénées, là il fait le pic des Alpes. Donc est-ce qu'il pense, je sais pas, au Kilimanjaro en Afrique ou à l'Everest? On pourra lui demander si on le reçoit ici, mais ça demande vraiment une grosse préparation foncière, ça demande une grande confiance en son guide. Et voilà, donc faut aussi préciser qu'il a quand même un sac de matériel de plusieurs dizaines de kilos sur le dos, donc c'est aussi un exploit physique. On le salue d'ailleurs, David Labarre, et bien évidemment il viendra nous voir durant la saison dans Sportez-vous bien. Un autre champion, mais là on change de sport, on va parler un peu de tennis, et cette nuit Rafael Nadal s'est rapproché un peu plus de Roger Federer, gagnant l'US Open dans un match titanesque, dans un match à 5-7 contre Medvedev. Oui, c'était une magnifique finale, mais voilà, pour moi qui suis un fan de Roger Federer de la première heure, mettre Nadal en coup de cœur, c'était pas évident, c'était pas gagné, mais c'est vraiment, ça met en avant un petit peu la performance de l'Espagnol qui saison après saison me convainc de plus en plus. En fait, je me rends compte qu'on a vraiment une chance incroyable de connaître autant de grands champions. On est contemporain de champions majuscules de l'histoire du tennis, un peu avec, à l'image de ce qui se passe au foot avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour parler de Nadal et Federer, deux joueurs incroyables, l'un qui a un talent fou, l'autre qui a une persévérance, un sérieux incroyable. En fait, quand je vois Rafael Nadal, je me dis que c'est facile d'être fan de ce joueur, parce que quand il rentre sur un court, on sait qu'il va falloir le battre, il perdra jamais, il faudra toujours le battre, parce que la nuance, elle est énorme. Mais bien sûr qu'elle est énorme, parce que le mec ne perdra jamais, il n'aura pas de défaillance en fait, ou alors physique, mais c'est pas de sa faute. Mais il lâchera jamais un match, il a un mental incroyable, du premier au dernier point, il est concentré par sa routine, c'est ce qui frappe le plus quand on le voit jouer, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il gagne à New York pour la 4e fois, il gagne son 20e titre du Grand Chelem, corrigez-moi si je me trompe, je trouve que c'est incroyable, on a vraiment beaucoup de chance, et en plus cette finale était magnifique face à un Medvedev qui avait fait parler de lui et qui a quand même tenu ses promesses, parce que quand au deuxième tour on se fait huer et qu'on dit ça va me donner du courage pour les 5 matchs d'après, ça veut dire qu'on annonce qu'on va en finale. Mentalement, on est costaud. Attends, quand on est dans la moitié de tableau de Federer et de Djoko à cette US Open et qu'on va en finale après l'avoir annoncé alors qu'on est hué, bravo aux deux joueurs, belle finale, et bravo à Nadal surtout. J'avais envie d'insister justement sur Medvedev quand même, parce que c'est sa première finale en Grand Chelem, il a quel âge, 21 ans, je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Oui, il fait partie de la next gen. Et voilà, il va être 4e mondial, et à chaque fois on en cherche un qui va pouvoir déplacer les plus gros, et c'est peut-être le seul qui en finale a réussi à tenir un gros et pas passer loin de l'exploit. Surtout c'est un exploit parce qu'il perdait 2-7-0, il égalise à 2-7 partout et avant de perdre le 5e. Timothée Rouvière. Oui, Medvedev il est vraiment costaud parce qu'il était mené 2-7-0 et break pour Nadal dans le 3e, et là il revient, le match dure quand même quasiment 5 heures, il fait une formidable tournée américaine, donc on pensait que le premier en Grand Chelem qui allait atteindre la finale ça allait être peut-être Tsitsipas ou Zverev, et finalement c'est Medvedev qui était peut-être un peu moins connu que les autres, et donc je pense qu'on peut compter sur lui pour l'avenir. Il est intelligent, mentalement, il parle ouvertement dans ses conférences de presse déjà de ses coups de colère quand il était plus jeune, à l'image d'un Roger Federer. Un jour il a switché, juste Federer, il a eu son coach à l'époque qui lui répétait qu'il avait un talent de ouf, qu'il faudrait pas le gâcher, qui est décédé. Il a dit ok d'accord, il a pris ça comme une espèce de promesse qu'il avait fait du coup à son coach décédé. Il en a parlé il y a pas très longtemps, l'interview de ça. Et depuis j'imagine qu'il le repense à chaque match où il a envie de péter un câble, il le fait pas. Et je pense qu'il y a à un moment donné des joueurs qui switchent comme ça et qui deviennent des grands champions, et ça se passe assez tôt. Nadal, ça lui arrivait aussi. Si vous avez déjà vu des matchs de Nadal à 15 ans, il avait les bras ballants, il avait pas de mental. Non mais c'est vrai, vous regardez les matchs qu'il fait au tournoi des As contre Gasquet, c'est un ado quoi. Et un jour, c'est devenu un champion. À 18 ans, il gagne Roland Garros. Voilà, c'est des gens comme ça qui sont incroyables. Pour terminer sur le tennis, on parle bien évidemment du record de Grand Chelem. Vous me voyez venir, il y a Roger Federer qui le détient toujours chez les garçons, il faut bien rappeler chez les garçons. Il va normalement s'arrêter avant Rafael Nadal, l'âge qui veut ça. Normalement, je dis bien normalement, Rafael Nadal a clairement les moyens et va normalement, encore une fois, si tout se passe bien, battre le record de... Si tout va bien, Roland Garros l'année prochaine, ça fait 20 à 20. Oui, c'est pour lui normalement. Ah, mais peut-être même avant à l'Open d'Australie. Même avant, mais bon, on se dit, à Roland Garros, c'est fait quoi. Et si la logique est respectée, Djokovic le battra derrière aussi, mais il n'y a pas de logique avec ces joueurs-là en fait. Ouais. Ils repoussent les limites sans arrêt, et le fait qu'à leur âge, on se pose encore la question de qui va avoir le record, enfin moi je trouve ça complètement incroyable. Il y a quelques années, les voir tous les trois dépasser les 20, on ne l'imaginait même pas. Maintenant, ils vont le faire tous les trois, a priori, c'est incroyable quoi.
un mot de... On reste dans la castagne, si passez-moi l'expression, mais on va parler de sport, vraiment, là, d'UFC. C'était votre coup de cœur la semaine dernière. Et là, c'est encore une fois votre coup de projecteur. C'est pas non plus un coup de cœur incroyable, mais c'était la victoire annoncée du Russe Khabib Nurmagomedov contre l'Américain Dustin Poirier. Donc c'est vrai que la semaine dernière, j'étais pas très emballé à l'annonce du combat parce que je me doutais un peu de l'issue de la joute. Et donc oui, Khabib a gagné une fois de plus. Il a gagné au 3e round par soumission. Il a été touché quand même un moment sur la 2e reprise. Donc on l'a vu un petit peu vaciller. Et puis il a failli perdre un moment aussi puisque Dustin Poirier a réussi à lui faire une prise qu'on appelle la guillotine. Donc c'est-à-dire que l'Américain avait bloqué le coup du Russe sous son bras. Il a réussi à se sortir de ce piège et il l'a emporté après un combat totalement maîtrisé. Donc bravo à lui, 28-0, invincible. On va voir ce que l'avenir va lui réserver. Ça a été un des combats les plus suivis. C'était à Abu Dhabi, ça a été délocalisé. Énormément de pay-per-view vendus et en plus gros succès puisque Khabib est un peu une figure pour la communauté musulmane et dans les sports de combat et donc ça a été un succès total pour cet événement. Par contre je voudrais annoncer aussi le 2 novembre il y aura la finale de la Coupe du Monde de rugby, mais si vous aimez le MMA, il vous faudra absolument regarder un combat qui va avoir lieu entre Nate Diaz et Jorge Masvidal. C'est 2 combattants exceptionnels, c'est vraiment 2 méchants en fait quoi. C'est vous prenez tous les méchants qu'il y a dans les films, à côté c'est des enfants de cœur parce que là pour le coup c'est 2 tueurs, vraiment 2 tueurs à gages qui vont s'affronter dans une cage. Donc je pense même que le combat il y aura la petite pastille interdite au moins de 16 ou au moins de 18 en bas à droite parce que ça va être une boucherie. Il va y avoir du sang. Donc là honnêtement j'ai rarement vu une affiche aussi. On sent qu'il a envie. Il nous annonce des oreilles arrachées. Non vraiment là ça va être vraiment très 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 gore je pense. Mais c'était aussi pour annoncer cet événement-là. Timothée Rouvière. Oui, c'est intéressant de mettre l'UFC pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est, parce qu'on a l'impression que les mentalités elles bougent. On voit qu'il y a plusieurs Français qui ont intégré la Ligue américaine de MMA et on voit que au niveau du gouvernement, il y en a qui pensent à autoriser le MMA, peut-être faire des compétitions. Donc c'est vrai que c'est intéressant de s'y intéresser un petit peu plus. Lucas Sardic. Oui, non, mais moi je sens que Maxime Brossard a vibré un petit peu devant ce match alors qu'il s'attendait à s'ennuyer. Je suis impatient pour la suite, mais peut-être qu'un jour je m'achèterai un match moi aussi. Mais ce concept-là m'échappe encore. Je me dis que ça va être quand même compliqué de vraiment convaincre les gens d'acheter un match. Mais bon, pourquoi pas. Ça, on verra après. C'est-à-dire que oui, plus il y aura de stars de l'envergure de Khabib et plus il y aura aussi de Français qui réussiront. Oui, c'est ça. Il faudrait quelques figures un peu quoi. Exactement. Et je pense que c'est là que ça va prendre une autre envergure. Vous venez de parler des Français, on va parler de l'équipe de France de football qui s'est imposée, qui joue demain contre Andorre. C'est le coup de cœur de Mehdi Guillonneau, une victoire 4-1 contre l'Albanie. Le job est fait et c'est plutôt bien fait. Ouais, on pourrait se dire que c'est presque normal, mais pour moi il y a des petites choses qui ont changé. La facilité avec laquelle la France a gagné sans ses cadres, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Il manquait Pogba, il manquait Kanté, il manquait Mbappé. C'est pratiquement les 3 meilleurs joueurs. C'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale si on rajoute Lloris Varane. Donc ils ont été remplacés par Coman, Matuidi, Tolisso et Lenglet aussi en défense centrale qui était là, qui était tout nouveau. Et tous ont tenu leur rôle, surtout Kingsley Coman qui a mis 2 buts et qui a prouvé à certains qu'il fallait se bouger, les Lemar, les Thauvin. Dembélé. Sur la place Dembélé, évidemment, mais je l'oublie presque maintenant lui parce que il lui semble un peu loin de mais tout ça. Deschamps l'a toujours dans sa tête quand même. Et comme Martial aussi, on peut penser à lui. Et comme Didier Deschamps a toujours eu dans la tête Kingsley Coman, on le rappelle, il est vice-champion d'Europe en 2016. C'est les blessures qui c'est ça. Je pense, et je suis pas le seul d'ailleurs, s'il se blesse pas pendant les qualifications de la Coupe du Monde et la Coupe du Monde, je pense qu'il fait partie du voyage en Russie. Donc Didier Deschamps n'a jamais oublié Coman. Et il n'oubliera jamais, je pense, Ousmane Dembélé. Oui, mais déjà il avait pensé à Coman dans un premier temps, alors que pas beaucoup auraient pensé à lui. Il avait lancé quand même beaucoup de jeunes bien avant que d'autres l'auraient fait peut-être. Martial et Coman sont vice-champions d'Europe, ils ont fait l'Euro à 17 ans, à 19 ans, 20 ans. Oui, même Mbappé, mais si tout le monde savait que c'était un futur génie en puissance, peut-être que lui l'a appelé plus tôt que d'autres ne l'auraient fait. Et Iconé rentre aussi dans cette catégorie d'après moi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément confirmé. Sur les dernières années, à part Mbappé,
Mbappé qui s'est installé en équipe de France et qui est arrivé très tôt. Martial ne l'a pas fait. Coman, bon, il a été arrêté par les blessures et il y en a beaucoup qui ont buté là-dessus. Il connaît hier, d'accord, c'est magnifique, il a sa première sélection, mais est-ce qu'il va revenir quand tout le monde sera là? C'est pas sûr du tout. Et puis il faut qu'il confirme en Ligue des Champions, etc. Donc, on n'en est pas encore là. Vous parlez sur le plan offensif, mais il y a quand même Pogba et Varane qui ont commencé très tôt avec l'équipe de France et qui ne sont jamais ressortis du 11, même du 11 de départ. Ouais, mais il y avait des 3 comblés, c'est pas pareil. Maxime Brossard. Vous qui connaissez vraiment, enfin qui suivez bien le foot, enfin moi je m'étonne à chaque fois de la qualité des joueurs. On a quand même un vivier incroyable. J'ai l'impression, comment vous pouvez expliquer ça, parce que c'est quand même hallucinant. On a un vivier incroyable, mais on a aussi là pour le coup, moi je tiens à tirer mon coup de chapeau à Deschamps, un sélectionneur qui ose les confronter au niveau international très tôt. Et on parle de joueurs qui n'ont pas encore confirmé, certes, mais enfin ils sont encore très très jeunes et ils sont déjà en phase d'avoir quand même déjà une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de sélections. Et c'est des joueurs qui, si ils n'ont pas de gros pépins, si s'égarent pas, mais ils sont bien encadrés par Deschamps quand même. Ils gardent le contact avec eux. Justement, ils les accompagnent dans leur carrière et c'est des joueurs qui vont de toute façon avoir de belles carrières et c'est en partie grâce à lui. Après, nos confrères d'M6 avaient dit que c'était les remplaçants de l'équipe de France. Je veux dire, les remplaçants de l'équipe de France jouent au Bayern Munich, à l'Atlético Madrid, au FC Barcelone. C'est impressionnant. Ils jouent pas à Toulouse. Voilà, c'est des remplaçants de très haut niveau. Et Mbappé est très jeune, mais c'est Monaco, demi-finale de Ligue des Champions, et le Paris Saint-Germain. Coman, c'est le Bayern Munich, la Juventus de Turin, le Paris Saint-Germain. Martial, c'est Manchester United. Varane, c'est le Real. Tout ça, ils sont très jeunes, mais ils jouent dans des immenses, dans les plus grands clubs européens. Donc l'expérience est. Dites-moi, vous seriez pas chroniqueur en fait dans la vraie vie? Pourquoi pas, une fois de temps en temps. Un jour peut-être. Pour conclure. Il y a juste une question qui se pose sur ce genre de sélection, c'est le fait de les prendre très jeunes, ces joueurs-là, alors qu'ils n'ont fait qu'une ou 2 années, alors qu'il y a des joueurs qui bataillent depuis des années et qui ne sont pas là. Je pense à, peut-être à moindre mesure, Sébastien Haller, mais surtout Alexandre Lacazette et encore, il y en a d'autres qui ont, 5-6 saisons en Ligue des Champions et qui n'étaient pas là. Donc on se demande au niveau. Ils pensent à des profils. Voilà, sûrement. Mais bon, il y en a peut-être certains. Enfin, on en laisse beaucoup des très bons à la maison. On a un vivier exceptionnel et comme d'autres. Un cadre qui était là, pardon, mais Grisou, on n'en parle pas assez. On a l'impression que c'est Mbappé, tout ça. Oui, non, mais voilà. Mais lui, c'est monstrueux. En fait, c'est lui. En fait, c'est lui le centre de l'équipe. C'est ça que je veux dire. Voilà, il n'y a pas de débat. Et l'équipe de France qui jouera contre Andorre demain au Stade de France. Et nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'agenda de la semaine de Lucas Serdica tout de suite.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif. L'agenda de la semaine, comme d'habitude, avec vous, Lucas Serdic. Encore une fois, comme d'habitude, une actu bien chargée. Et on va commencer avec le rugby, le Stade Toulousain qui s'impose, enfin. Oui, une belle victoire, même si elle était un petit peu difficile dans les derniers instants à conserver. Mais une victoire quand même à domicile face au Racing 92, 20-17, c'était hier soir. Et Toulouse va tenter d'enchaîner avec un déplacement qui sur le papier est périlleux, puisque ce sera à La Rochelle samedi à 15h30 en direct sur Canal+, pour les Toulousains qui ne peuvent pas aller là-bas. Mais La Rochelle est vraiment en difficulté et dernier de top 14. Donc après Marcel des Flandres, c'est toujours très compliqué. On verra bien ce que le Stade Toulousain arrive à faire. Ils sont 9e grâce à cette victoire. En attendant, je ne l'ai pas dit, mais ce sera la 4e journée de top 14. Et à 18h, on aura 2 autres matchs qui nous intéressent. Le déplacement de Castres à Bayonne, c'est le 8e qui va chez le 7e. Castres qui a perdu à domicile face à Bordeaux ce week-end. C'est l'équipe en forme de ce début de top 14 avec le Loup. Et un autre match aussi qui va être intéressant à suivre, c'est le déplacement de Pau à Clermont. Pau qui s'est imposé à domicile face à Agen ce week-end, 18-12. Coraline, le match à Clermont, ça va bien se passer. Début de saison, il y a des internationaux absents. Ça va. C'est maintenant qu'il faut les prendre. C'est-à-dire que c'est le meilleur moment. C'est pareil pour le Stade Toulousain qu'on va prendre le 28. C'est le meilleur moment. Combien de 30-40 points 30-40 points de prix. C'est-à-dire que l'année dernière on en avait pris 80, là on visait 50. On pourrait pas faire pire. Pau est 5e pour l'instant et est devant Castres et devant Toulouse, donc il n'y a pas non plus de quoi se moquer trop fort. Mais on n'y manquera pas en cours de la saison, ne vous inquiétez pas. Un mot de rugby à 13 ? Non, on va passer à la Pro D2 d'abord quand même. On jouera aussi la 4e journée ce week-end et on a des affiches intéressantes, et notamment Colomiers qui va accueillir Soyaux qui est 2e et qui est une des équipes qui fait un gros début de saison avec Oyonnax en Pro D2. Colomiers qui s'est incliné lourdement à Perpignan ce week-end, 34-13, mais là vendredi soir à 20h à domicile face à Soyaux. Ça va être une affiche intéressante à suivre. Dans la même soirée, on va vivre 2 autres matchs qui vont nous intéresser. Montauban, 3e, qui vont accueillir Nevers, les Montalbanais qui commencent fort ce début de saison, et aussi à 20h45 Carcassonne contre Perpignan. Voilà pour la Pro D2. Un mot de Fédéral 1 de Fédéral 1, mais on va aller brièvement. Dans la poule 3, Blagnac s'est imposé largement ce week-end, c'était face à Florence 50-26, et là il se déplace à Lannemezan dimanche à 15h30. Albi s'est imposé aussi largement face à Bagnères de Bigorre 57-14, et ils vont à Oloron, ce sera samedi à 16h. Et pour parler de Tarbes, ils vont accueillir Saint-Sulpice-sur-Lèze. Voilà, on a une poule 3 qui nous concerne vachement avec plein d'affiches intéressantes. Il y a la poule 2 rapidement, il y a Castanet, Tolosan qui est aussi dans la région toulousaine, qui se sont fait écraser par Nice 37-7. Mais c'était un petit peu c'était un petit peu prévisible. Il y a un Toulouse rugby qui marche fort, c'est le TO13. Et oui, le rugby à 13 avec les phases finales qui vont débuter, et notamment ce match qui va donner le droit éventuellement à une demi-finale pour les Toulousains. Ils vont accueillir York. Voilà, c'est le 2e contre le 3e. Alors je vous ai expliqué un peu le principe la semaine dernière, mais c'est compliqué à résumer. En gros, ils se sont imposés à Featherstone ce week-end pour le dernier match de la saison régulière, 26-24. Et là, s'ils gagnent, ils auront le droit d'aller à Toronto pour essayer de se qualifier en finale. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, le TO13 va bien, et ils joueront samedi à 16h à 15h pardon, si vous avez envie de les encourager. Le ballon, le football, l'équipe de France, on en a un petit peu parlé juste avant. Oui, l'équipe de France, là on va se concentrer sur la Ligue 1 qui va reprendre avec la 5e journée. Le TFC se déplace à Saint-Etienne, une équipe un petit peu en difficulté en début de saison. Ils sont 16e alors que les Toulousains sont 9e. Ce sera dimanche à 17h à suivre sur beIN 1. En attendant, donc l'équipe de France demain va jouer son match face à l'Andorre avec le bon hymne, on espère, à 20h45 à suivre sur TF1. La Ligue 2 aussi va reprendre ses droits. La 7e journée avec Rodez qui va accueillir Le Mans vendredi soir à 20h. Ce sera à suivre en multiplex sur beIN. Et un petit mot de national, la 7e journée aussi, Pau va accueillir Bourg-en-Brest vendredi à 20h. Un mot de handball, le Phoenix. La 2e journée avec le Phoenix qui a bien débuté sa saison la semaine dernière. Grosse perf, ils ont eu chaud, mais ils ont gagné 33-32 face à Saint-Raphaël. C'est une des grosses écuries de ce championnat. Et là, mercredi à 20h35, ils vont se déplacer en région parisienne à Tremblay. Un match qui est abordable sur le papier pour le Phoenix. Il va pas falloir avoir peur pour aller à Tremblay. Un mot. Je suis navré pour ça. Un mot de volley. Non, de basket d'abord. Parce que la France a perdu cet après-midi face à l'Australie, 98-100 sur le fil. Un match qui était très important pour les Français, parce qu'on l'avait dit dans ce studio la semaine dernière, ici même, que s'ils perdaient, il risquaient de jouer face aux États-Unis. Et c'est ce qui va se produire. Ce sera mercredi à 13h pour un exploit. Rudy Gobert a déjà mis sur Twitter: l'histoire ne sera que plus belle. Donc on leur souhaite une belle victoire à nos Français. Ils auraient joué la République tchèque, sinon c'est dommage. Mais là, ce sera les États-Unis
États-Unis en quart de finale, donc mercredi à 13h. Là, on parle de volley. On va en parler tout à l'heure avec notre invité, l'équipe de France qui va débuter l'Euro jeudi prochain. C'est pour ça que je vais pas être trop long. Jeudi 20h45, France-Roumanie. Samedi 17h15, France-Grèce. Dimanche 17h30, France-Portugal. Et ces 3 matchs sont à suivre en direct sur la chaîne de l'équipe la plupart du temps. Donc voilà, on va pouvoir suivre notre équipe de France. Sinon, pour le tout venant, à suivre cette semaine, la fin de la Vuelta, avec plein de suspense, c'est le rallye de Turquie en WRC. Merci Lucas, au moins nous sommes complets. On peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Vainqueur du Grand Prix d'Italie hier, Charles Leclerc est rentré un peu plus dans le cœur des tifosi. Après la Belgique la semaine dernière, le Monégasque réalise une deuxième partie de saison parfaite pour l'instant. 2 victoires en 2 courses. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on ne répond que par oui ou par non et ensuite on débat. Le pilote de 21 ans est-il la nouvelle star de la Formule 1 ? Timothée Rouvière. Oui et non. Mehdi Guillonneau. Non. Maxime Brossard. Non. Et Lucas Serdic. Oui. Oui. Alors je me tourne vers Timothée Rouvière. Oui, non. Pourquoi le oui, non ? Alors, oui, parce que il a 21 ans, il pilote chez Ferrari, il concurrence Vettel, il est impressionnant, mieux concurrencé, il est plein de sang-froid, bon voilà, et il est français surtout, c'est peut-être pour ça qu'il Monégasque, il est monégasque, on en parlera après. Non, moi, je pense quand même à Hamilton. Je pense quand même à Hamilton qui est quadruple champion du monde, qui pilote peut-être la meilleure voiture du circuit, et je pense aussi à Verstappen qui est quand même un pilote phénoménal, même si sa Red Bull est moins performante que les Ferrari et les Mercedes. En tout cas sur les 2 derniers Grands Prix, c'est un pilote très spectaculaire. Il est parti 20e de la grille, il termine 8e hier. Donc pour moi c'est les 3 grosses stars, mais en tout cas c'est le pilote qui a le plus d'avenir en tout cas en Formule 1, c'est Charles Leclerc. Il y a Mehdi Guillonneau qui n'est pas d'accord. Pourquoi Mehdi ? Lewis Hamilton. 34 ans ? On parle. Ouais, il disait la star. On en a marre. Ah non mais je veux bien qu'on en ait marre, mais il est en train de battre tous les records, il est en train de battre des records de Schumacher on pensait même pas voir ça avant 20-30 ans, et en fait ça arrive, la génération presque juste après, Lewis Hamilton bat plein de records quoi. Après Charles Leclerc il va tomber, comme vous l'avez dit Timothée, sur Verstappen, ça va être un duel pendant, peut-être qu'il y en aura un autre, mais Verstappen-Leclerc ça va être génial pendant des années, ils sont tous jeunes tous les deux. Maxime Brossard. Là où on voit aussi Hamilton un peu dépasser le cadre de la Formule 1, c'est notamment je pense au niveau des publicités, aussi de la mode, il est présent dans plein de milieux, dans plein de choses. Justement, je suis pas d'accord. Et je trouve que c'est justement parce que il est un peu l'image de la F1 pour l'instant, je trouve. Après Leclerc, c'est sûr que je pense dans le futur peut-être il pourra le dépasser, mais pour l'instant quand même la star ça reste Lewis. Ouais, mais Lucas Serdic. Vous pouvez pas comparer l'impact qu'a Lewis Hamilton sur le monde en général avec celui d'un Michael Schumacher. Pour moi on en est très loin. On parle d'une star, d'une immense star. Non, c'est pas une si grande star que ça. Pour moi, il coïncide même avec le déclin de la Formule 1 dans son image, dans son intérêt. Et j'ai pas l'impression que Lewis Hamilton fasse du bien à la Formule 1. C'est pas de sa faute, il peut rien. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'un Schumacher. C'est pas même qu'un Vettel quand il a enchaîné 4 championnats du monde. Je pense qu'il a pas la même image qu'un Schumacher pouvait avoir. Justement, le fait c'est qu'Hamilton, pour moi, personnellement je trouve qu'il a amené quand même quelque chose d'assez rafraîchissant à la fin, dans le sens où, mais il a jamais lutté en termes d'image, je veux dire, il est quand même un peu plus rock'n'roll, un peu moins lisse que Schumacher, et c'est ça qui fait que peut-être on voit ses coupes de cheveux, on voit ses tatous, c'est ça qui fait qu'il est un peu, tu vois, il a attiré un peu les annonceurs, qui a donné un petit côté un peu plus rock mais il a pas lutté. Moi je trouve qu'il a pas lutté. Sur le plan il a sportif, pas gagné de titre où on s'est dit quel beau titre, même quand il se battait un peu avec Vettel en fait. Non, ça c'est pas sa faute aussi s'il y a personne derrière. Bah oui, mais ça contribue au fait qu'il n'a pas le même impact qu'un autre. Et encore, il y a personne derrière, mais bon, Vettel 4 fois champion du monde, et là derrière. Ouais, mais il y a pas de duel. Messieurs, revenons sur Charles Leclerc. Justement, il est contemporain d'un mec comme Vettel qui a enchaîné 4 titres. Schumacher, il s'est jamais fait marcher dessus comme ça. Donc tu vois, ça participe aussi à tout ça. Revenons sur Charles Leclerc, le monégasque, français monégasque, le pilote de Ferrari. Il a 21 ans, il est jeune comme Verstappen. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Mehdi Guillonneau. C'est vraiment le duel de la Formule 1 qui va arriver là pour les 5, au moins les 5 ans qui arrivent, les 10 ans qui arrivent. Timothée Rouvière. Oui, moi je pense que c'est le duel à venir. Alors
Je mettrais quand même un bémol sur Verstappen qui a moins de calme et de self-control que Charles Leclerc. Verstappen, c'est un impulsif, c'est quelqu'un qui aime bien rentrer dedans. On se rappelle l'année dernière, quand il se faisait doubler ou qu'il y avait une manœuvre qui ne convenait pas, il allait. Justement, ça peut être un beau duel parce qu'ils sont. Ça peut être un beau duel parce qu'ils ont deux caractères totalement opposés. Mais après, dans le style de pilotage, oui, je pense en tout cas. Et ils se sont déjà mis un peu sur le chou lors d'un Grand Prix de mémoire. Je sais pas, Verstappen, il s'est mis avec tout le monde. sur le chou avec tout le monde. C'est ça qui est bien. Je veux dire, c'est quand même un milieu qui est, comme je disais avant, qui de l'extérieur, sans être un grand spécialiste, je trouve que c'est assez lisse. Ça me fait penser un peu au tennis des fois. Et du coup, un mec comme Verstappen, qui est un peu jobard, qui fait n'importe quoi, quand il conduit, ça donne envie de regarder. Moi, des fois, maintenant, je m'amuse à regarder les départs de Grand Prix juste pour voir qu'est-ce qu'il va faire, parce que je me dis, il est tellement fou, quoi. Il va couper la route, c'est ça qui est bon, quoi, je veux dire. Mais après, concernant Verstappen et Leclerc, ça dépend aussi sur lesquelles voitures ils évolueront. Ça dépend qui arrivera chez Ferrari, qui arrivera chez Red Bull et surtout chez Mercedes. Est-ce que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton seront reconduits l'année prochaine? Vraisemblablement, mais qui y aura derrière quand Bottas ou Hamilton prendront leur retraite? Les nouvelles règles que la Formule 1 va nous pondre, parce que voilà, un Vettel, si on n'était jamais passé à un autre moteur, j'ai pas les termes techniques, mais bon, il était parti pour enchaîner les titres et d'un seul coup, on lui a un petit peu cassé tout. En fait, les règles elles changent tous les ans, donc voilà. Et puis il y a aussi le facteur accident, donc on peut pas négliger, parce qu'un Robert Kubica par exemple, on lui prédisait une très grosse carrière et malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas à cause d'un grave accident. Jules Bianchi aussi, pour ne parler que de lui. Concernant les règles, oui, c'est vrai que c'est important. On a vu hier un Grand Prix très disputé. Charles Leclerc a certaines fois été à la limite de la faute, donc on pourra dire voilà, il a pris un carton jaune, donc qui est équivalent à un drapeau noir et blanc, mais c'est vrai qu'en fonction des nouvelles règles qu'il y aura, les règles de pénalité et tout, c'est à cause de ça qu'aussi Vettel a terminé très très loin hier, donc faudra voir. Tout à l'heure, Timothée Rouvière parlait des voitures, les écuries de ses pilotes, de Verstappen et de Charles Leclerc. Charles Leclerc est sur Ferrari. Ferrari attend un titre de champion du monde avec un pilote depuis 2007 avec le Finlandais Raikkonen. Est-ce que Ferrari a les moyens d'offrir entre guillemets le titre de champion du monde à Charles Leclerc? Ou est-ce qu'il est obligé de partir un peu comme un footballeur ou un rugbyman qui est obligé d'aller dans des plus grosses équipes? Est-ce que Ferrari suffit à l'ambition de Charles Leclerc? C'est ça la question. Alors, je dirais oui, parce qu'il est quand même passé d'une écurie quand même assez mineure à Ferrari et il peut pas cracher là-dessus. Mais je pense que cette année, en tout cas, au vu de la performance de la Mercedes et de la Ferrari, ça va être compliqué. Cette année, c'est trop tard. Cette année, c'est trop tard. Il a 100 points de retard. Même son écurie est déjà tournée vers l'année prochaine. Voilà, c'est ça aussi. On prépare l'avenir avec Charles Leclerc. Prépare l'avenir, voilà. Et voilà, il faudra voir aussi pour la Ferrari, parce que la Ferrari est plus performante sur ligne droite, on l'a bien vu à Monza, plus rapide, est plus rapide, mais après sur tout ce qui est virage et les autres facteurs techniques, c'est vrai que la Mercedes est beaucoup plus complète. Mehdi Guillaume. Ouais, moi je voudrais citer aussi deux autres pilotes aussi, s'ils montent un petit peu dans les écuries. Il y a Alexander Albon qui fait une très bonne saison malgré une voiture pas folle. Et il y a un autre jeune aussi, c'est Lando Norris, qui se débrouille plutôt bien, même s'il commence à avoir quelques casses et à tirer la langue. C'est des pilotes aussi qui ont une vingtaine d'années. Très jeunes et qui ont une vingtaine d'années. Et il faut voir dans le temps aussi ce que ça donne. Ils seront peut-être là pour concurrencer Verstappen et Leclerc. Grosjean, c'est compliqué pour lui. Grosjean, je pense que je vais lui prêter ma saxo pour faire le prochain Grand Prix. Grosjean, ça fait très longtemps qu'il est là et on a l'impression qu'il s'en sort pas avec sa Haas. Là, c'est pas performante, que ce soit en qualification ou en course. Magnussen, c'est la même chose. Gros avantage, il aura pas besoin de changer les pneus. On peut rouler quand même assez longtemps avec. Pas besoin de trop faire l'arrêt au stand. On parle de Ferrari. Il y aura Mercedes l'année prochaine. Il y aura Renault aussi qui se positionne plutôt bien avec le retour de Ocon. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la Formule 1 française. Oui. Après, Esteban Ocon, il nous a pas laissé une impression énorme. Malheureusement pour lui, même si on avait envie que ça marche. On a vu des bribes de certaines choses quand même. Oui, non, bien sûr, mais bon, il a pas non plus écrasé Sergio Pérez à l'époque où c'était son coéquipier, alors que bon, le Mexicain vraiment pas grand chose pour lui, il me semble. Il paye pour être là. Oui, voilà, on est d'accord. C'est pas le seul. Donc bon, Esteban Ocon, oui, je demande à voir sur une voiture plus performante ce qu'il peut faire. On demande que ça, qu'il y arrive. On a eu la grosse déception, franchement, Pierre Gasly cette année. On va pas se cacher, parce qu'il s'est fait quand même éjecter assez rapidement. Et quand on voit ce que fait justement Albon à sa place, on a quoi regretter les performances de Pierre Gasly. Voilà, la France attend toujours le prochain Français à gagner un Grand Prix. Et depuis Olivier Panis, ça remonte maintenant. Un petit peu avec Leclerc, on prend la moitié. Moitié. Laissez-le tranquille, laissez-le monégasque. Sinon, dans ce cas-là, Nico Rosberg aussi, il était de chez nous.
Oui, c'est vrai. Un mot sur Charles Leclerc par rapport à Vettel. On est d'accord qu'il a pris largement le dessus sur son coéquipier chez Ferrari. Hein. Alors oui, il a pris largement. Alors en plus, c'était paradoxal parce qu'en début de saison. Pardon, excusez. Ou alors est-ce Vettel qui a loupé sa saison sur quel pied en début de saison, c'est vrai que les conseils de Ferrari, c'était il fallait privilégier Vettel parce que c'était la star, parce que c'est lui qui gagne le plus, parce que c'est la tête de gondole de Ferrari. Et là, avec ce vent de fraîcheur et Charles Leclerc qui est arrivé, c'est vrai que ça change. Et ce qui est étonnant, c'est que sur la course d'hier, c'est pas Charles Leclerc qui élimine Vettel ou Vettel c'est pas, les voitures sont les mêmes, c'est simplement lui qui fait une erreur. Il a fait une erreur au précédent Grand Prix en Belgique, donc il s'élimine un petit peu tout seul. Donc Vettel a intérêt à réagir. Hein. C'est mentalement, je pense que c'est compliqué. Surtout qu'hier, pendant les 3/4 de la course, il est resté à la 20e place. Il a pris 2 pénalités, il a fait une tête à queue. Faudrait que Vettel se ressaisisse sur le prochain Grand Prix ou dans les Grands Prix à venir, parce que sinon ça va être compliqué pour lui. Quelle politique pour Ferrari, garder Vettel et justement avec l'expérience qu'a Vettel, faire en sorte qu'il passe officiellement entre guillemets deuxième et pour accompagner Charles Leclerc. Quelle politique pour Ferrari là? Je pense que Ferrari va se diriger vers ça, mais est-ce que Vettel la question c'est est-ce que Vettel va l'accepter? Parce que là il est en train de lui manger le cerveau. Pour moi Vettel il va pas rester chez Ferrari à la fin de la saison. Et je pense je pense qu'il lâche là. Il lâche et il est pas loin de nous dire ciao les gars, en fait je vais faire autre chose de ma vie. On répond dans 2-3 Grands Prix. Et stratégiquement justement, qui pourrait le remplacer? Parce que si Leclerc prend de l'ampleur, est-ce qu'il faut pas lui mettre quelqu'un d'un peu moins fort à côté, ou est-ce que recruter un grand pilote et finalement qui pourrait lui faire de l'ombre? Bottas ne quittera jamais Mercedes pour Ferrari. Non, ça c'est sûr. Ça c'est quasiment. Alors Hamilton a dit qu'il était intéressé par le challenge, mais pas sûr que ça se fasse. Je vois mal Hamilton passer deuxième derrière Leclerc dans la hiérarchie Ferrari quand même. Mais après Ferrari a une très bonne équipe, ils ont plein de pilotes de réserve, donc ils peuvent peut-être monter quelques-uns. Un premier et un deuxième non plus. Non, c'est pas toujours le cas. Il y a eu des cas dans des exemples dans l'histoire où il y avait 2016 quand Rosberg a été champion du monde. Rosberg, il n'y avait pas de numéro 1, numéro 2 officiel, et c'était bien le meilleur gagne. C'est quand même risqué ce genre de politique. Ça marche, mais c'est risqué quand même. C'est risqué, mais nous on préfère. C'est plus sympa, non? Oui. Ça fait un peu de spectacle, il fait des étincelles, ouais. C'est un peu Mercedes ou de Ferrari qui se rentrent dedans quand même, ils passent un peu pour des... Est-ce qu'on parle un tout petit peu, parce qu'on n'en a pas parlé dans ce débat, de cette séance de qualification? Non, parce que franchement, pour moi c'est très étonnant. C'est beaucoup plus parlant que tout le reste sur cette Formule 1 qui est un peu marche sur la tête des fois. Moi j'ai envie de mettre l'accent sur cette séance de qualification absolument incroyable. C'était indigne quand même, c'était incroyable. C'est indigne. Tout le monde s'est fait piéger. C'est à l'image du truc. Voilà, ça fait partie de ce pourquoi la F1 est en perpétuelle déclinaison. Bien sûr, il faut qu'ils repensent beaucoup de choses à mon avis. Quand ils s'inspirer de 2-3 choses qui se font en moto notamment, où ça marche plutôt bien, et les audiences c'est tout le contraire. Ça marche de mieux en mieux, les combats sont géniaux entre les pilotes, et je pense qu'il faut prendre 2-3 choses là-dessus. Canal l'a compris ça. Pour conclure, messieurs, on donne combien de temps à Charles Leclerc pour devenir champion du monde? Là on voit loin, très loin. 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. L'année prochaine. 2 ans. L'année prochaine. Ça risque d'être un petit peu juste l'année prochaine, je pense, parce que Mercedes ils sont quand même qui pour cette année bien au-dessus. Non, c'est sans point pour cette année. 100 points de retard à 7 courses de la fin, ça va être parce que Hamilton va jamais finir 7ème ou 8ème, il va finir à chaque fois sur le podium. Mais 2 ans. Une soirée avec Maxime, Hamilton il finit pas la saison. Non mais voilà, on l'a dit, c'est mort pour cette année. De toute façon, il n'y a pas de suspense comme depuis longtemps en Formule 1, mais peut-être l'année prochaine, parce que Ferrari effectivement est en train de revenir, et Charles Leclerc est clairement un pilote qui est capable de titiller au moins Hamilton. Merci messieurs pour le débat. Le prochain Grand Prix c'est le 22 septembre au Grand Prix de Singapour. Nous on se retrouve dans moins de 4 minutes, ce sera avec l'invité de la semaine. À tout de suite.
invité. Notre invité a entraîné les Spacers de Toulouse pendant plus de 13 ans avant d'aller à Tours et de devenir entraîneur de Berlin et l'entraîneur adjoint de l'équipe de France de volley. 4 jours avant le début de l'Euro, Cédric Hénard nous fait le plaisir d'être avec nous. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Vous êtes dans le bus avec les joueurs de l'équipe de France, vous sortez de l'entraînement. Donc merci vraiment de prendre ces quelques minutes avec nous. Pour commencer, parlons de vous, votre parcours. Vous avez été joueur professionnel. Le volley, c'est venu naturellement ou vous êtes par pur hasard tombé dessus ? Je suis originaire de Poitiers en fait. Poitiers est une ville de volley et étant jeune, vers l'âge de 15 ans, je suis allé voir un match de volley là-bas et j'ai bifurqué du rugby là où j'étais depuis l'âge de 7-8 ans vers le volley à cet âge-là. Et le clin d'œil, c'est que vous avez été entraîneur des Spacers de Toulouse pendant 13 ans dans la ville de rugby. Oui, c'est ça, exactement. Je suis venu dans la ville de rugby, mais voilà, j'y suis resté 15 ans exactement. J'ai fini ma carrière de joueur pro et j'y ai commencé celle d'entraîneur pro, donc voilà. Vous avez été vice-champion de France avec les Spacers de Toulouse. C'est le plus beau souvenir ou pas avec Toulouse ? Avec Toulouse, oui, il y a beaucoup de beaux souvenirs, mais c'est vrai que celui-là était particulier parce qu'une équipe vraiment au top, qu'on avait façonné avec le temps, avec des jeunes qui montaient et ouais, on a failli toucher le Graal. Alors sur le coup, c'était très délicat et très triste, mais maintenant avec le temps, on regarde. C'était quand même une aventure assez extraordinaire. Question de notre chroniqueur Lucas Serdic. Oui, pour revenir sur cette saison des Spacers vice-champion de France, pour vous c'était l'aboutissement d'un cycle, mais de l'extérieur c'était un peu une surprise quand même de les voir en finale. Est-ce que vous y avez cru dès le début de la saison ou c'est venu au fur et à mesure ? Non, c'est venu au fur et à mesure. Historiquement, on n'a jamais été trop habitué à Toulouse à jouer les phases finales et la finale notamment. Et par contre, c'est vrai que l'équipe sur le papier était très inexpérimentée, donc il fallait travailler. Il y avait quelques joueurs cadres qui étaient là pour encadrer tout ça, mais comme la mayonnaise avait bien pris et les vieux qui étaient là, les vieux entre guillemets, mais qui étaient là et ont bien agencé tout ça, et ça a pris au fur et à mesure, et on s'est mis à y croire. Sur la deuxième partie de saison, on a vu que les résultats étaient très positifs. Donc, on s'est mis à y croire au fur et à mesure. Ouais. Et on imagine que pour un entraîneur, voir, comme vous l'avez dit, je reprends vos mots, la mayonnaise prendre, c'est vrai que pour un entraîneur, c'est beaucoup plus facile à gérer et c'est plaisant, non ? Ah, c'est très plaisant. Ouais. C'est très plaisant, surtout qu'il y avait une part comme je disais tout à l'heure, il y avait une part d'affect assez particulière parce que on a eu le temps de monter cette équipe sur 2 saisons, avec certains joueurs qui étaient là depuis 3 ans, même beaucoup plus avec Zado, qui était mon capitaine. Mais cette équipe-là, moi je l'avais montée de toutes pièces et j'avais beaucoup d'affect. Donc quand on voit que ça prend comme ça, c'est du bonheur. Hein. Et vous prenez votre revanche l'année d'après avec Tours où vous devenez champion de France. On peut parler de revanche par rapport à ça ou c'est là où vous étiez à Tours, l'un des plus gros clubs du volley français ? Oui, après à Tours, c'est le changement de décor quand même, parce que Tours, par contre, là, habitué à jouer les finales, habitué à jouer les titres. Et alors une revanche, non, pas vraiment, parce que la revanche, ça aurait été de la jouer avec Toulouse. Avec Toulouse, oui. Mais voilà, c'est le sort qui a fait que moi, j'ai rejoué personnellement Chaumont en finale. Et on a fait une très belle deuxième partie de saison avec le Tours, et le titre est venu couronner tout ça. Lucas Serdic. Au moment où vous partez de Toulouse, vous êtes en fin de cycle et vous avez cette opportunité d'aller à Tours, c'est ça qui vous décide ou vous aviez besoin de changer d'air un petit peu ? Non, moi je pense que c'est un ensemble. Il y a aussi des dirigeants à Toulouse qui ne savaient pas trop où ils voulaient aller, oui. En termes d'ambition, en termes de. On l'a vu dans les saisons qui ont suivi, c'était compliqué. Oui. Ouais, les saisons qui ont suivi, moi j'en parle pas, je parle de celles où j'y étais. On essayait de pousser un peu pour essayer de développer le club aussi sur ce qu'on était en train de vivre aussi. Ouais, améliorer l'équipe, ouais.
une jeune génération comme ça qui était performante, et c'est pile le moment où il faut qu'un club fasse le nécessaire pour continuer à grandir. Et voilà, donc il y a eu ça, il y a eu une situation qui n'était pas très très claire non plus vis-à-vis de moi, et voilà, donc moi j'ai attendu, et les premiers contacts ne sont venus que très tard. Alors donc voilà, puis moi j'ai eu effectivement l'opportunité de signer à Tours, mais c'était une fois que j'avais donné mon refus à Toulouse, quoi, parce que moi à Toulouse je voyais pas où est-ce qu'on voulait aller, et ça commençait un peu à me fracasser, quoi. Puis je voyais cette équipe, surtout l'équipe qu'on a emmenée en finale, elle allait être renouvelée parce que tous nos jeunes joueurs allaient être pillés. Et il fallait repartir, nouveau cycle et tout ça, et on sait qu'on fait la galère de repartir sur un nouveau cycle et de tout reconstruire. Alors bon, on le fait une fois, on le fait deux fois, mais à un moment donné, quand on sent des regrets quand même là chez vous. Hein. Ouais, des regrets, oui, parce qu'il y a la place. Il y a la place pour faire du volley à Toulouse, un sport encore plus important que ce qu'il est maintenant. Et il y avait une équipe en place, il y avait un staff, il y avait tout ce qu'il fallait, et ouais, effectivement, c'est des regrets, mais après c'est comme ça, hein, c'est ce qui fait une carrière. Je sais pas si on peut parler d'ambition mais c'est quelque chose qui collait pas avec je sais pas si je peux parler de la volonté des dirigeants, mais en tout cas ils avaient envie de faire du club, quoi. Donc voilà, moi je me suis mis un peu en danger, parce que quand j'ai refusé de rester à Toulouse, je n'avais rien, et c'est uniquement parce que l'entraîneur italien de Tours a souhaité partir au dernier moment, rentrer en Italie, que la place s'est libérée à Tours, et que Tours a fait appel à moi. Et donc j'étais déjà en train de chercher des pistes à l'étranger, puisqu'en France tout était fini. Et voilà, et le hasard a bien fait les choses. Il y a eu donc Toulouse, il y a eu Tours, il y a eu Berlin, et maintenant vous êtes entraîneur adjoint de l'équipe de France de volley. Comment s'est présenté ce poste? Bien évidemment, impossible de refuser la sélection nationale. Ah oui, non, ça c'est hors de question. J'ai pas eu c'est pas la chance, mais j'ai pas eu le talent pour y être en tant que joueur. Mais là, en tant qu'entraîneur, Laurent avait repéré un peu le travail que je faisais à Toulouse, notamment avec les jeunes joueurs français. Et voilà, et il a fait la génération, l'équipe de France A était en train de se renouveler un petit peu, et le travail que je faisais à Toulouse, cumulé au fait que je connaisse la nouvelle génération, a fait que Laurent a fait appel à moi pour le seconder, l'épauler en tant qu'entraîneur adjoint. Donc ouais, non, ça c'est juste impossible à refuser, quoi. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu le fait de partir de Tours cette année, parce que Tours me demandait d'arrêter l'équipe nationale pour continuer à entraîner là-bas. Donc, mais bon, moi je peux juste pas, c'est juste pas possible, quoi. Quel est justement votre rôle au sein du vestiaire? Est-ce qu'on peut parler d'intermédiaire entre l'entraîneur et joueur, ou vous êtes vraiment le second de l'entraîneur? Ouais, je pense qu'il y a une part de ça. On est deux entraîneurs adjoints. Il y a Arnaud Josserand qui est un peu le confident de Laurent Tilly, ami de longue date. Voilà, moi je joue. On a chacun notre rôle technique, tactique, dans tout ce qui est préparation de match, d'entraînement et tout ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai un lien peut-être un peu plus facile et différent, on va dire, avec certains joueurs, avec la majeure partie des joueurs que je connais depuis qu'ils sont vraiment tout jeunes, hein. Donc j'apporte ce côté-là au staff, et je pense que ça va bien à Laurent, ouais. Des jeunes joueurs qui vont disputer l'Euro en France. Justement, comment se passe la préparation? On est vraiment là sur la fin de préparation, parce qu'on le rappelle, c'est jeudi prochain à 20h45, France-Roumanie. Lucas, vous l'avez dit, c'est sur la chaîne L'équipe pour encourager l'équipe de France. Quel est l'objectif là pour l'équipe de France par rapport à l'Euro? Là, déjà, la phase de préparation est terminée. Maintenant, on est clairement en affûtage, et c'est vraiment les derniers réglages. On est arrivé à Montpellier depuis dimanche, depuis hier. Donc voilà. Et l'objectif ici, c'est déjà pas seulement de vivre l'événement, même si ça fait depuis 86 que la France n'avait pas organisé une compétition majeure de volley-ball. Mais après. On veut évidemment tout faire et se battre pour aller à Paris, à Bercy, et monter sur le podium. Et on est chez nous.
on est chez nous, on a une belle génération de joueurs. Alors il y a de la diversité, ça c'est sûr, parce que le championnat d'Europe, ça veut dire Pologne, ça veut dire Russie, ça veut dire on a une poule avec ça veut dire le très gros, ça veut dire très compliqué. C'est très compliqué, mais je pense que voilà, faut avoir de l'ambition mais bon, faut aussi être lucide sur le fait que ça va être très très relevé. Ouais. Les joueurs seront au niveau, seront en forme. Des nouvelles d'Ervin Ngapet, comment va-t-il? Est-ce qu'il sera prêt pour jeudi prochain pour le match contre la Roumanie? Alors Ervin, non, je pense qu'il sera pas prêt, non. On attend encore des examens là, mais il a eu une petite douleur intercostale à l'échauffement contre l'Allemagne, contre les Allemands. Ouais, c'est ça. Certainement une petite lésion musculaire. On attend d'en savoir un peu plus. Mais bon, à mon avis, je pense qu'il sera pas là pour le début de compétition. Maintenant, il y a juste à espérer qu'il se retape et qu'il puisse réintégrer l'effectif en cours de compétition. Mais voilà, il y avait aussi un doute sur Trevor Clevenot sur les adducteurs. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Et Shinon Niasse, pareil, au niveau du mollet, ça devrait aussi rentrer dans l'ordre. Donc on croise un peu les doigts et on marche un peu sur des œufs en fait. Là maintenant, on a hâte que ça commence. Démarre. Ouais, exactement. On en a parlé tout à l'heure. Si la France est championne d'Europe, malheureusement, elle ne sera pas qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques. Il y a encore les TQO qui vont arriver, les tournois de qualification olympique. Même si il y a l'Euro qui débute jeudi prochain, c'est un peu dans les têtes ça de ne pas être qualifié pour les Jeux Olympiques encore ou pas du tout? Non, je pense que tout le monde a switché maintenant sur l'événement championnat d'Europe. Le TQO en Pologne, on a tout simplement on est tombé contre un adversaire beaucoup plus fort, la Pologne, avec depuis la naturalisation de Léon, le Cubain, cumulé à des joueurs déjà stars. C'est le sport numéro 1 chez eux, et là ils ont une équipe imprenable. Je pense pour jouer le titre olympique l'année prochaine, je pense. Donc voilà. Pour resituer un petit peu, alors que nous, on avait encore des blessés ou des retours juste des retours, donc c'était un petit peu compliqué. Maintenant, on a switché sur le championnat d'Europe et je pense qu'il sera temps, on pensera plus tard à ce TQO de janvier. Lucas Serdic. Oui, en tant qu'entraîneur, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la mayonnaise prenne. Est-ce que vous sentez que justement la mayonnaise prend dans le groupe que vous avez là et si vous pouvez nous citer aussi peut-être des joueurs qui vont éclater pendant cet Euro du côté français? Premièrement, je pense que la mayonnaise, je sens une espèce de... La préparation a été meilleure, on va dire, que pour le TQO en Pologne, parce qu'on n'avait pas eu de blessure pendant la préparation. Là, on a des pépins qui arrivent juste à quelques jours de venir ici à Montpellier. Mais je sens les joueurs monter un petit peu en régime. On sentait Ervin Ngapet notamment, qui était encore à court de forme pour le TQO, qui là était bien dans tous ses enchaînements. Donc, on a eu des entraînements de très bonne qualité. Donc, voilà, maintenant, ça veut pas dire... c'est pas une règle d'or, hein. On verra après ce qui se passera sur le terrain, mais la préparation a été bonne. Et après, en termes de joueurs qui peuvent éclater, je pense qu'on a une équipe qui est tellement homogène sur les postes de réceptionneur attaquant. On a 4 joueurs qui sont capables de jouer. C'est sûr qu'on a Ervin Ngapet, ce joueur star du volleyball français, mais on a des joueurs comme Clevenot, comme Kevin Tilly qui est déjà depuis un petit moment, Julien Linel. Voilà, ça c'est des joueurs. On a rappelé Thibaut Rossard, qui était sorti du groupe pour pouvoir partir avec 2 libéraux. Mais suite au pépin de Clevenot et Ngapet, sur ce poste-là, on avait besoin de 109. Donc on l'a rappelé aussi. Et lui aussi, même si on le rappelle, on sait que c'est un gars qui est capable de jouer et de jouer à très bon niveau. Donc dire si les gars vont exploser ou sortir du lot, je pense pas. Je pense que de toute façon, l'ADN de l'équipe de France, c'est pas un joueur star comme peut avoir la Pologne avec Léon ou Kubiak ou Mach. Voilà, nous, c'est vrai qu'on a Ervin Ngapet, mais je pense que le collectif, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, parce que notre force, c'est de faire déjouer les adversaires. Cédric, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Avec plaisir. On le rappelle, jeudi prochain, 20h45, début de l'Euro pour l'équipe de France face à la Roumanie. Ce sera Montpellier sur la chaîne L'équipe. Merci et bon courage pour l'Euro en France. Merci beaucoup. Allez, merci, au revoir. Et nous, c'est déjà la fin de l'émission Sportez-vous bien, messieurs. Déjà, merci à vous, merci à Coraline et à Romain à la réalisation. Passez une bonne semaine sportive. À lundi dans Sportez-vous bien.
Vivante Église. Vivante Église.